Bonsoir. Ce soir, le Point reçoit le directeur général de l'APIX. C'est l'Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux, M. Diène Farbassar. Vous le savez, dans quelques heures, le chef de l'État procède à la réception officielle de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio d'un coût global de 148 milliards de francs CFA, dont 87 décaissés par l'État du Sénégal. Ce projet vise à décongestionner la capitale. 1000 emplois directs sont pourvus à terme. Avec le directeur général ce soir, nous passons au peigne fin les contours de ce projet innovant. Mais tout de suite, retour sur les lieux avec Alioune Badara Kane. Sur la dernière ligne droite, l'autoroute Dakar-Diamniadio est presque achevée. La mise en route du projet est démarrée il y a 44 mois. L'autoroute est aujourd'hui un patrimoine national, une fierté pour le Sénégal. Cet ouvrage, c'est pour nous, c'est pour le Sénégal. Il faut l'appropriation des populations. Et cette appropriation dépend de vous, dépend de nous, dépend du Sénat. Avec ce bijou, fini les embouteillages monstres. D'ailleurs, les automobilistes ne s'y trompent pas. Sur le tronçon Dakar-Cambérène, ouvert depuis quelque temps, plus de 21 000 véhicules sont enregistrés quotidiennement. Cette ruée s'explique. L'infrastructure offre de nombreux avantages. C'était pas rare de perdre au minimum 1 heure à traverser Rufisque. 1 heure pour un usager dans un embouteillage avec son moteur qui tourne pour rien. Alors je ne vous parle pas de la fatigue, de la crise de nerfs et du fait qu'on a chaud dans la voiture. Mais 1 heure avec un moteur qui tourne comme ça, sans avancer, c'est 5 litres dépensés. 5 litres à 800 francs, c'est 4 000 francs. Le péage pour l'air Rufisque, c'est 1 000 francs. Donc je pense que l'acceptabilité du péage, il ne faut peut-être pas parler de la valeur dans l'absolu aussi, mais qu'est-ce que finalement ça rapporte de dépenser un petit peu d'argent, mais de rouler dans certaines conditions. L'autoroute Dakar-Diamniadio a la particularité de traverser pas mal de zones urbaines. La sécurité des riverains intéresse donc au plus haut point les autorités. Malgré les passerelles et le mur construit, la vigilance reste de mise. Les murs de sécurité seront renforcés. Bien au contraire. Parce qu'une autoroute, on ne peut pas laisser les populations gamader à travers les autoroutes. Ça n'existe dans aucun pays du monde. La vie d'un homme, la vie d'un individu, je pense, est beaucoup plus chère que même l'autoroute. D'un coût de 148 milliards de francs CFA, l'autoroute va accueillir près de 35 000 véhicules par jour. L'autoroute, c'est la rapidité, la fluidité et le confort. Un grand bond en avant pour le Sénégal. Un grand bond en avant pour le Sénégal. Monsieur Sarr, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes le directeur général de l'APIX, l'Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux, branche séculier de l'État dans ce projet-là. On sait que cette finalisation traduit quand même la fin d'un processus. Qu'est-ce qui a été un peu déterminant dans la poursuite de ce projet-là? Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous remercie. Permettez-moi de revenir sur le contexte même de cette autoroute-là. Vous savez, depuis des années 1960, le Sénégal était enclavé. Les infrastructures qui existaient, c'était des infrastructures qui découlaient de la colonisation. Donc nous avons hérité d'infrastructures obsolètes, dépassées. Par conséquent, un diagnostic sérieux a permis de savoir que le Sénégal devait faire des pas pour vraiment booster l'économie nationale. D'ailleurs, une étude de la Banque mondiale avait démontré que le Sénégal perdait 108 milliards par an à cause de l'immobilisme des investisseurs qui ne pouvaient pas se déployer dans la capitale ni à travers les régions. Et ceci a poussé le gouvernement à mettre la mise en œuvre de 2 programmes, le PST2 et le PAMU. Le PST2, le programme sectoriel de transport, qui était de 351 milliards en 2001 et 2007, qui a permis quand même de construire 1000 km de routes bitumées et 1100 km de pistes de production. En valeur relative, 52% étaient financés par l'État et les 48% par les bailleurs. En ce qui concerne le PAMU, un rappel historique, c'est important. Le PAMU, vous savez, découle, est né des flancs du programme sectoriel des transports en Afrique subsaharienne qui était supervisé par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale voulait quand même rendre performant le transport dans les pays africains au sud du Sahara. Et par conséquent, il y avait le Sénégal quand même a pu signer une lettre de politique sectorielle en mai. Et ceci quand même a débouché sur la mise en exécution provisoire de ce programme-là. En 1999, donc la lettre n'a pas pu être signée par le Parti socialiste. Mais des programmes ont été mis en place
mis en place, cela veut dire qu'en 1999, seul un projet a été exécuté. Et non satisfaisant aussi par la Banque mondiale. Et finalement, c'est en mai 2001, avec Madiaïno Diouf, que ce programme, un accord a été signé avec le Sénégal. Cet accord-là se résumait en APS et en APD, c'est-à-dire des avant-projets sommaires et des avant-projets détaillés, reformulés, ajustés, qui a donné naissance au PAMU. Ce PAMU, bien entendu, était décomposé en 5 composantes. La composante leasing, la composante chemin de fer, la composante études de l'air en milieu urbain, la composante institutionnelle et la composante infrastructure. Et cette dernière composante nous a permis de construire sur Nos, Malixi, Bakou, Kapa, route des Grands Moulins, piste d'envol, prolongement Sicabridis, aéroport Patte d'Oie avec un coût de 110 milliards 500. Ces 110 milliards 500 étaient répartis. La Banque mondiale en a mis 46 milliards, oui, mais avec la dévaluation du droit de tirage spéciaux, ça s'est stabilisé à 41 milliards. Alors, l'AFD avait mis 4 milliards, le Fonds nordique de développement 4 milliards, l'AFD 6,7 milliards, et donc l'AFTU 2,7 milliards et une contrepartie de 21 milliards. Voilà le Sénégal, ce qu'il a fait en matière d'infrastructure, avec ces 5 volets. Alors, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait régler le problème complètement. C'est-à-dire ouvrir Dakar vers les autres régions. Parce que Dakar était enclavé. Et pour cela, ça nécessitait une autoroute. Cette autoroute-là est une autoroute intergénérationnelle. Donc, a été conçue depuis 1978 avec le gouvernement de Senghor. En ce temps-là, le coût était estimé à 20 milliards. Avec le temps, aujourd'hui, on en est à 148 milliards, hein, finalement. 148 milliards, mais ils n'ont pas pu réaliser ce projet. Et entre-temps, les coûts sont augmentés, l'emprise occupée, et donc le trafic augmentant. Et voilà donc la situation. Et avec le gouvernement Macky Sall, quand il était venu au pouvoir en 2004, j'étais son conseiller spécial chargé des grands travaux, voilà ce qu'il m'a dit dans son bureau, que vraiment il est temps qu'on ait une autoroute. À l'époque, il était Premier ministre. Il était Premier ministre. Et il m'a dit que comme on n'a pas d'argent, je pense qu'on va faire un emprunt obligataire dans le marché financier. Mais c'est sous WAD tout ça. Sous WAD. Le marché financier a été visité, c'est vrai. Et puis quand même, bon, mais le produit de ces recettes-là donc a permis à finalement, je dis, à éteindre le déficit budgétaire et non financer l'autoroute. Vaille que vaille, il a dit que bon, il va essayer de mener l'arbitrage budgétaire et supporter l'APIX par rapport à cet ouvrage structurant. C'est ainsi bon, que les études ont été faites et la mise en œuvre a commencé. C'est lui-même donc qui a lancé ce projet à la Patte d'Oie alors que j'étais conseiller spécial. Et moi-même, il le réceptionne. Et moi-même, j'ai mobilisé les fonds par rapport à ce projet. Et donc les expropriations aussi, j'en ai participé activement, d'ailleurs très activement, et pour qu'on ait vraiment cette autoroute-là jusqu'à Pikine. Et nous sommes partis. Et comment s'organise un peu la participation de l'État dans ce projet précis-là? Oui, la participation de l'État, je pense que le projet, c'est un montant de 380,2 milliards. Il y a un financement public, 319,2 milliards, avec l'État pour 193,5 milliards, la Banque mondiale, 40 milliards, l'AFD, donc la Banque mondiale, pardon, c'est 53,2 milliards, l'AFD 40 milliards et la BAD 33 milliards. Et puis il y a le financement privé, 61 milliards, avec Sénac. Le privé, le privé, oui, c'est l'entreprise Sénac. Absolument, c'est l'entreprise Sénac, le privé, avec 61 milliards. Mais dans ces 61 milliards, Sénac a participé pour 21 milliards. Alors, il y a ces prêteurs aussi, comme la CBAO, la BOAD, donc la SFI, la Banque mondiale, etc. Mais ce qui est inquiétant là, c'est qu'on ne retrouve pas aussi le secteur privé national dans ces... Oui, mais c'est vrai, parfaitement. Mais je pense que le premier contrat, dans la négociation du premier contrat, bon, je pense qu'ils avaient oublié quand même de prendre en compte ces entreprises nationales. Mais dans le second contrat, je pense que le président de la République a donné des indications et ce sera réglé. Donc nous allons quand même pouvoir ouvrir le capital à 25% pour les entreprises nationales. Est-ce que vous, dans le cadre de la promotion des investissements que vous allez mener dans un moyen ou long terme, est-ce que vous allez faire un peu cette part belge au secteur privé national?
la préférence nationale, comme on dit. Mais vous savez, les entreprises ferment les unes après les autres au Sénégal. Non, vous savez, les entreprises privées sont nos amis. On travaille avec eux dans le cadre du CPI, Conseil présidentiel de l'investissement. Donc, quand même, c'est une frange importante de l'économie nationale. Et l'APIX en est conscient. C'est pourquoi, généralement, c'est eux qui mènent les travaux du CPI pour l'investissement. On sait qu'un projet de ce genre a nécessité quand même un déplacement massif d'un certain nombre d'infrastructures, disons, de population et tout ça. Est-ce que par rapport à ces populations-là, tout ce qui est lié à l'aspect social a été pris en compte? Vous savez, quand même 30 000 personnes ont été déplacées, qu'on appelle les PAP, les personnes affectées par ce projet-là. Et ceci quand même a fait l'objet quand même d'indemnisation et donc le taux a été fixé par la Banque mondiale. Donc on a intégré l'aspect social de ce projet et par rapport à cela, ils ont été bien indemnisés. Et il y a eu quand même des projets d'accompagnement. Des projets d'accompagnement. Et donc il y a eu aussi tout, par exemple, les infrastructures, ou bien, je dis bien, des écoles, ou bien des lieux de culte qui se trouvaient sur le tracé de l'autoroute, ont été tout bonnement réhabilités. Et vraiment d'une manière beaucoup plus satisfaisante. Donc à ce jour, n'est-ce pas une personne qui n'a pas été indemnisée, par exemple? Mais même si ça existe, c'est des cas résiduels qu'on est en train de régler cas par cas. Vous avez porté sur les fonds bâtissements un observatoire national, un observatoire économique et environnemental pour faire un peu le listing de tous ces besoins. Oui, c'est vrai. Effectivement, le bilan de cet observatoire. Un observatoire a été quand même mis en place et cet observatoire a pris en compte depuis des études et la réalisation de ce projet-là, donc a fait un plan d'action. Et dans ce plan d'action, reflété quand même beaucoup de considérations concernant le volet environnemental. Par exemple, la fermeture de Mbebes, l'ouverture de Signa, le centre technique d'enfouissement de Signa, et donc la restructuration urbaine, et le PIS actuellement de Pikine, un programme, c'est Pikine Irrégulier Sud, et bien entendu, qui va prendre en compte le volet assainissement, financé à hauteur de 24 milliards, et donc l'exécution, la mise en œuvre va commencer. Vous, en tant qu'État, vous allez suivre ça pour que l'entreprise s'exécute par rapport à ses obligations? Bien, absolument, parce que nous avons quand même ce qu'on appelle des bureaux de contrôle, et donc ardemment, qui vont suivre quand même ces études-là, donc qui vont sur l'observatoire, bon, pour que tout soit vraiment dans l'ordre. D'accord. On sait que le tronçon traverse quand même des zones habitées à forte concentration humaine. Est-ce que aujourd'hui toutes les commodités qui s'attachent à une autoroute moderne, ils sont présentes? Autrement dit, est-ce que l'ouvrage est aligné quand même sur les standards? Mais vous savez, nous avons d'abord un cabinet que nous avons recruté et qui est connu dans le monde, GIS, et donc qui fait un contrôle périodique de ces infrastructures-là. C'est un cabinet qui est connu, qui a fait quand même ses preuves à travers le monde, et donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et je dis que ces infrastructures-là répondent aux normes internationales. Parce que vous savez, c'est des infrastructures qui sont dotées quand même de caméras et qui peuvent quand même baliser toute l'autoroute pour 25 km. Et vous savez, aussi il y a des équipes d'exploitation qui sont recrutées par Sénac et qui peuvent intervenir vraiment s'il y a accident sur l'autoroute. Tout ça, c'est très important. Et pour les mesures de sécurité aussi, il y a des murs de clôture qui sont cassés par les populations, ce qui est anormal actuellement, de manière prématurée. Et je dis qu'actuellement, des mesures seront prises pour quand même pouvoir régler ce problème-là, parce qu'il est anormal que les populations, quand même, même pas l'autoroute n'est pas ouverte, qu'ils puissent vraiment pouvoir, qu'ils s'adonnent vraiment à des jeux excessivement dangereux, casser vraiment des murs d'autoroute et laisser passer des enfants. Je dis que ça c'est inacceptable et ce problème-là sera réglé. Et la sécurité de manière globale, parce qu'on sait que c'est en rase campagne. Oui, mais vous savez aussi, je dis qu'il y a des gendarmes qui ont été formés. En France, qui étaient partis en France voir comment contrôler ces autoroutes-là. Et actuellement, je peux vous dire qu'il y a un gendarme français qui est là et qui est en train de leur montrer comment ça marche, leur nouveau métier. Parce qu'au Sénégal, il n'y avait pas ces contrôles d'autoroute. Et donc, je pense que tout cela sera réglé en dehors des murs de clôture, en dehors des caméras. Il y a aussi des équipes qui sont là pour surveiller vraiment et mettre en place des outils performants pour sécuriser l'autoroute. Donc aujourd'hui, l'autoroute est plus que jamais sécurisée à tout point de vue. Absolument. Mais là aussi, il faut une volonté nationale. Parce que, vous savez, les gouverneurs et les préfets ont un rôle à jouer. Et donc, pour la sécurisation de cette autoroute-là, c'est fondamental. Il y a le volet exploitation, hein, les tarifs à peine annoncés, les gens s'offusquent déjà de la cherté de ces tarifs-là. Comment tout ça a été monté? Mais vous savez,
c'est une autoroute quand même privée. Et quand on parle de PPP, on parle de privé, l'usager doit payer. C'est-à-dire, nous, à l'époque, il y a 5 ans de cela, il y a des études qui ont été faites, des enquêtes faites aussi, et qui ont prouvé que 80% de la population avait adhéré pour ce projet d'autoroute. Simplement parce que il y a 2 alternatives. Si on passe par Rufisque, on va perdre 2 heures de temps par rapport à l'autoroute. Le temps n'a pas de prix. On perd en carburant 5 000 francs. Donc là, il faut calculer le coût d'opportunité. Oui, mais il y a aussi que l'autoroute est longue aussi. L'autoroute, c'est 25 km à partir de Padoua. Oui. Et donc, sur le tracé total est de 36 km, si on prend, par exemple, si on prend cette bretelle, je dis bien qu'il va jusqu'à la route nationale. Oui, mais quand même, nous sommes dans un pays pauvre où la conjoncture est telle quand même que les gens peuvent être amenés à ne pas avoir ces tarifs-là. Si vous ne craignez pas un contournement, surtout pour le transport public... Hein, vous savez, nous sommes des démocrates. En créant ce projet, nous avons pensé à 2 alternatives, 2 choix. Si tu n'as pas d'argent, tu passes par la nationale. Parce qu'on voulait faire passer l'autoroute sur la nationale. Mais on a dit que non, il faut laisser quand même les Sénégalais choisir. Soit on passe par la nationale, soit l'autoroute. Voilà le problème, parce que le tracé, c'est nous qui avons opté pour ce tracé-là. Et je faisais partie des gens qui ont noté ce tracé-là avec un cabinet tunisien. Est-ce que l'autoroute ne sera pas finalement une affaire d'élite et que le peuple lambda... à pratiquer la mais dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Tu vois, en France, il y a la route nationale et l'autoroute. Mais la particularité est que cette autoroute est une autoroute urbaine. Mais est-ce que vous avez attiré l'attention de l'exploitant sur ce fait quand même que les tarifs restent chers pour aller de Dakar à Diamniadio, aller et tout, ça prend 2800? Oui, ça te prend 2800, ça te prend aussi 25 minutes. Quand tu veux passer par Rufisque, ça te prend au moins 3 heures de temps. Choisissez. Vous avez la latitude de choisir. C'est un choix qu'il faut faire. Mais c'est un trafic qui a été calculé, c'est un trafic qui a été étudié minutieusement avec les Sénégalais. Parce que c'est un contrat. Un contrat, c'est un contrat synalagmatique. Les intérêts des partis étaient connus d'avance. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même d'avoir un peu laissé en rade l'expertise nationale dans ce projet précis-là? Quand même, parce que c'est un projet important. Mais vous savez que dans ce projet-là, on a pu, beaucoup de gens ont travaillé dans ce projet. Et vous savez, l'entreprise Sénac a recruté quand même des Sénégalais. Les camions, transporteurs, tout ça, c'est des Sénégalais. Et tout le long de l'autoroute, je pense que nous avons quand même recruté beaucoup de Sénégalais qui travaillent actuellement. Oui. Plus 3000 Sénégalais. Ouais. Est-ce que vous êtes attaché à toutes les garanties par rapport à la sécurité? Parce que quand même, on voit qu'il y a des rabatteurs qui vendent des tickets aux heures de rush, par exemple. Oui, vous les rabatteurs, vous avez parfaitement raison. Mais les rabatteurs, ils ont été recrutés par Sénac lui-même pour éviter quand même les bouchons au niveau du péage. Donc, ils vendaient des tickets avant que l'usager arrive au péage. Et ça, c'est en dehors des normes qui régissent quand même les autoroutes. Maintenant, je dis que, parce que simplement, le péage était étroit à l'époque. C'est le péage de Cambérène qui appelait à disparaître après l'ouverture de l'autoroute. Et donc, avec l'autoroute nouvelle, avec les péages nouveaux, je pense qu'il y a 6 voies et ce phénomène va disparaître, le phénomène de rabatteur. Il y a aussi la question de la monnaie qui pose problème. Oui, la monnaie, c'est vrai. Moi, j'ai fait des investigations par rapport à ça. Et quand j'ai demandé à Sénac, il m'a dit que le problème est un problème récurrent. Ça concerne tous les pays africains. Et là, je pense que la BCEAO m'entend. Et ceux qui sont obligés de faire, et d'aller voir même les mosquées ou bien les petits commerçants, donner de l'argent moyennant une commission, vraiment pour avoir de la monnaie. Et simplement, je pense que c'est un peu difficile. Il faut comprendre. Moi, j'ai fait des investigations. Bon, c'est un peu dur, mais c'est cela. Et je pense que la BCEAO nous entend et ce problème sera... On va trouver un remède par rapport à ce problème. Mais est-ce que ne pensez-vous pas que c'est quand même il y a un prix à payer quand on veut exploiter de tels ouvrages pour je veux dire, la part de l'entreprise quand même? Oui, il y a un prix à payer, c'est vrai. Est-ce que vous l'avez obligé à satisfaire un peu à toutes ces obligations qui finalement renvoient à la sécurité et à la confiance? Oui, mais je dis que c'est un problème récurrent, mais qui sera oublié avec la nouvelle autoroute. C'est clair, parce que là, les péages sont beaucoup plus larges, il y a 6 voies au lieu de 4. Et là aussi, il y a ce qu'on appelle les rapidos. Les rapidos, c'est des cartes magnétiques et 2 voies sont ouvertes pour cela. Et donc là, on n'a pas besoin de payer comptant, mais d'opter pour un rapido. Okay. Je pense qu'il y a quand même... Demain, le chef de l'État va, on l'a dit tantôt, on va procéder à la réception officielle. Oui. Pour vous, APIX, c'est quoi le prochain challenge? Le prochain challenge, c'est continuer l'autoroute jusqu'à AIBD actuellement, parce qu'il y a la salle de conférence du président de la République, il y a la zone économique, nous voulons créer un corridor de prospérité dans cette zone-là, et pour cela, l'autoroute doit continuer impérativement.
Et donc, avec le marché complémentaire qui est en cours, je pense qu'il va démarrer bientôt. Je pense qu'on arrivera à AIBD d'ici 2 ans. Et par rapport aux autres projets, quand on l'a dit tantôt, la promotion des autres travaux qui ont été laissés en rade depuis l'arrivée de Macky Sall. Par exemple? Oui, il y a beaucoup de projets. Par exemple, vous avez dit tout à l'heure le projet des trains, oui, vous savez, tout ça, qui sont des composantes quand même de ce projet initial. Oui, ça, c'était pas des projets. Avant, moi, je ne les connaissais pas. Et moi, vous savez que c'est moi qui coordonnais tous les projets. Il y avait un projet, de chemin de fer, bien entendu, avec le gouvernement de Wade. Ça n'existait pas, ça n'a jamais existé. Des études ont été faites, je ne sais pas dans quel... comment. Mais de toute façon, on nous a jamais dit que voilà un train créé par Abdoulaye Wade et son équipe. Le problème est qu'actuellement, nous avons l'intention de faire un chemin de fer de banlieue entre AIBD, zone économique, et Dakar. Et nous avons aussi l'intention de faire une autoroute jusqu'à Saint-Louis, une autoroute touristique, plus une autoroute qui va à Tivaouane, Touba, Kaolack, et une autoroute jusqu'à Kidira. Les financements sont là. Maintenant, c'est les procédures qui gênent un peu. Vous savez, avec la loi BOT, donc il y avait ce qu'on appelle l'offre spontanée qui ne permettait pas aux investisseurs de venir, je dis bien, s'insérer dans le tissu économique. Et maintenant, je pense que nous sommes en train d'y travailler ardemment avec toutes les parties concernées. Et d'ici peut-être le mois de décembre ou bien le mois d'octobre même, je pense que cette loi CET sera revue dans certaines de ses dispositions. Parce que, vous savez, un investisseur qui venait au Sénégal, il ne peut pas investir directement. On lui disait que, voilà, il faut quand même un appel d'offres. Ce qui n'était pas possible. Parce que, vous savez, un investisseur, il est privé. Il vient avec un plan d'action, il vient avec une étude de faisabilité, une étude financière et une étude technique. Dans l'étude financière, il fait ressortir ce qu'on appelle des critères de choix d'investissement. Un taux de rentabilité interne, un payback, etc., etc. Et par rapport à ces critères, nous, on va les accompagner, bien sûr, en passant par des cabinets qui vont juger de la viabilité de ce projet-là et de sa rentabilité économique. Et après cela, je pense qu'avec le Conseil des infrastructures, on pourra valider le projet. Voilà ce qu'on prévoit faire. Parce qu'on ne peut pas laisser des investisseurs passer au Sénégal, aller en Côte d'Ivoire ou au Ghana pour des raisons de procédure. C'est vrai. Il y a aussi le taux de nantissement qui est jugé élevé au Sénégal. Oui, c'est vrai, mais tout ça, c'est en train d'être réglé. C'est dans le cadre de l'environnement des affaires. Mais je pense qu'ils ne connaissent pas les impacts, mais ils sont positifs. Et je suis d'accord avec le ministre de la Justice. D'accord, je vous remercie. Mais quand même, demain, peut-être vous allez lancer un appel à ces populations riveraines de cette zone, en accueillant l'accueil du chef de l'État. Oui, mais vous savez, les populations riveraines sont des amis, sont des partenaires. D'ailleurs, moi, ce que je veux dire est que de les féliciter quand même de tous ces désagréments qu'ils ont vécu avec nous. Mais c'est comme ça un projet. Une situation de référence est toujours difficile quand on veut changer. Et donc, moi, franchement, personnellement, au nom du chef de l'État, je les remercie. Et on s'excuse de tous ces désagréments causés à ces populations-là. Parce qu'ils ont pu comprendre, ils se sont appropriés le projet, et comme ils vont s'approprier encore le prix du péage. D'accord. C'est très clair. Pour terminer, je vais féliciter d'abord l'APIX. Parce que quand même, il y a des cadres qui sont excellents, plus particulièrement le directeur de l'autoroute, quand même qui s'est battu. Tous mes collaborateurs, sans exception, mais ils sont payés pour ça, c'est leur job aussi. Ils sont payés pour ça, mais on peut être payé et ne pas travailler avec abnégation et engagement. Et ils le font. Et je suis satisfait d'eux et je les remercie pour tout ce qui est fait au niveau de l'autoroute, pour tout ce qui est fait dans le cadre de l'environnement des affaires. Parce que vous savez, actuellement, nous avons créé l'entreprise en 24 heures. Nous avons fait de grands pas sur le transfert de propriété, le paiement de taxes, etc. Et donc tout ça, c'est le travail. Et moi, vraiment, j'en profite pour les remercier. Et récemment, vous savez, nous avons quand même participé donc, à ce rang du Sénégal par l'agence de notation qui nous a installés maintenant dans une posture stable. Tout cela, c'est l'environnement des affaires. Et depuis un an, on a fait beaucoup de choses. Et les pays maintenant viennent... Le Sénégal est devenu un État attractif. Quoi. Exactement. Et les gens viennent s'abreuver maintenant au Sénégal en matière d'expérience, comme les Comores, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme la Mauritanie, etc. Et récemment, je dis dans un mois,
je vais signer un contrat avec la Mauritanie, vraiment en matière de création d'entreprises. Mais n'oubliez pas de grâce le secteur privé dans cet environnement. Le secteur privé maintenant est intégré. Les conditions d'un épanouissement intérieur. Très bien. Le secteur privé est intégré par le chef de l'État qui l'a voulu comme ça. D'accord. Et donc, il n'y a aucun problème. Le secteur privé aussi, je les remercie parce qu'ils aident l'APIX. Vraiment, ils sont appropriés de nos objectifs et ils le font très bien. Vraiment, le patronat, tout le monde, je remercie tout le monde. Je vous remercie vous aussi. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci, fin de ce numéro. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.